La radiométrie appliquée aux œuvres d'art, les images lames, une conférence de Pascal Cotte à l'École supérieure d'optique de Saint-Étienne le 17 mars 2026. Pour cette exploration de la Joconde par imagerie multispectrale, nous verrons d'abord quelle était la question de départ et les données du problème. Puis le développement d'une caméra scientifique multispectrale et d'un système d'éclairage contrôlé, et les corrections nécessaires aux images brutes de la caméra, le principe des images radiométriques lames, la méthode d'analyse et les principaux résultats obtenus sur la Joconde. Comment voir à l'intérieur d'une couche picturale pour reconstituer la chronologie de sa création? Pas simple comme question, puisqu'une peinture est un objet optique extrêmement complexe, et la lumière ne se contente pas de se réfléchir sur la surface, parce qu'elle pénètre dans les couches picturales, diffuse dans les pigments, est absorbée de manière sélective selon la longueur d'onde, puis elle ressort vers l'observateur après de multiples interactions dans les couches picturales. Autrement dit, ce que nous voyons est le résultat d'un processus optique multicouche où chaque matériau contribue au signal réfléchi, et la radiométrie permet de mesurer avec précision ces variations du signal lumineux réfléchi, même lorsqu'elles sont extrêmement faibles. Et l'objectif de cette présentation est de montrer comment l'imagerie multispectrale permet de transformer une peinture, et en particulier ici la Joconde, en un objet physiquement mesurable, afin d'extraire des informations invisibles à l'œil. Mais la radiométrie apporte aussi une dimension plus fondamentale, parce qu'elle introduit une nouvelle manière d'interroger les œuvres. Alors depuis longtemps, les historiens de l'art utilisent la fluorescence des ultraviolets, l'infrarouge, les rayons X, etc. pour explorer les peintures. Et la radiométrie s'inscrit dans cette même logique, mais elle permet de poser de nouvelles questions. Voici deux images lames. Et quelles informations ces images radiométriques peuvent-elles mettre en évidence que les images traditionnelles ne montrent pas? Et dans quelles limites peut-on interpréter ces nouvelles données? Alors la stratigraphie des peintures en général est complexe et multicouche, et ici, pour la Joconde, le support est en bois, il est recouvert de gesso, une sorte de plâtre, et ou de blanc de plomb. On ne sait pas précisément. Puis viennent les différents projets, corrections, reprises, ajouts, etc. pour finalement être recouverts de vernis. On comprend donc que les infrarouges et les rayons X, qui ne donnent qu'une seule interaction physique particulière, ne peuvent pas répondre à ce besoin d'analyse multicouche. Et la radiométrie permet au contraire d'obtenir des images qui ne sont pas à proprement parler de la stratigraphie, mais elles donnent des réponses optiques différentes et sensibles aux profondeurs et aux matériaux. Voyons à présent le principe d'acquisition des images et les principaux composants de la caméra multispectrale. Alors en 1998, deux innovations principales sont protégées par brevet, un système d'éclairage à lumière collimaté et une caméra multispectrale. Vous voyez ici une vue schématisée de la première version avec 6 filtres répartis sur 2 roues. En 1999, le prototype de caméra à 13 filtres est achevé et les filtres sont réunis dans un barillet unique à la place d'une roue à filtre. Le système repose sur un capteur linéaire de 12 000 pixels qui balaye le plan focal pour reconstruire une image de 240 millions de pixels, et sur le chemin optique, le barillet motorisé permet de mesurer la réflectance diffuse dans différentes bandes spectrales, parce que le principe est de diviser le spectre en petites bandes étroites couvrant l'ultraviolet, le visible et le proche infrarouge, pour au final produire 13 images, ici artificiellement mises en couleur. Et la validation scientifique de la caméra multispectrale s'est faite dans le cadre du programme européen Chrysatel entre 2001 et 2004. Le projet a rassemblé plusieurs institutions de référence, dont le musée du Louvre. Le 19 octobre 2004, le musée du Louvre me confie la numérisation de la Joconde, et c'est la première fois que cette œuvre majeure est numérisée de cette manière.
À partir de 2005, cette caméra est utilisée pour la numérisation multispectrale d'œuvres majeures dans plusieurs grands musées. Les mesures radiométriques reposent sur un capteur linéaire CCD de 12 000 pixels de 6,5 microns, initialement développé pour le satellite d'imagerie Spot 5. Sa sensibilité spectrale s'étend d'environ 300 à 1100 nanomètres. Elle décroît aux extrémités, mais en radiométrie. Le point le plus important est la dynamique du capteur, ici 80 dB, soit un rapport signal à bruit d'environ 1 pour 10 000 sans nécessité de refroidissement. Et c'est ici un des avantages du multispectral sur l'hyperspectral, car pour conserver la même dynamique, les temps d'exposition des filtres sont adaptés en fonction de la sensibilité du capteur, ce que ne peut pas faire l'hyperspectral. Et dans un système de mesure radiométrique, il est essentiel que la réponse du capteur soit linéaire et proportionnelle au temps d'exposition. Et tout cela montre que la caméra fonctionne comme un instrument de mesure radiométrique et non comme une simple caméra photographique. À cette résolution extrême, bien évidemment, 240 millions de pixels, la qualité de l'optique devient critique. Et pour que la superposition des images spectrales soit parfaite, ce qu'on appelle la régistration des images, j'ai choisi une optique à lentille symétrique et ajouté un système de mise au point spécifique pour chaque filtre, car la focale varie avec la longueur d'onde. Et sur ce graphique, les carrés rouges donnent la différence de focale en millimètres par rapport au fil de référence à 560 nanomètres. Alors les optiques présentent deux défauts principaux, la perte en luminosité sur les bords, ce qu'on appelle le vignettage, et la variation de transmittance selon la longueur d'onde. Ces effets sont corrigés par la procédure de flat field que nous verrons plus tard. Ce tableau de la résolution réelle de l'optique, qui n'est pas la résolution théorique qui est toujours supérieure, pour une focale de 210 mm à ouverture 8, nous indique qu'avec le critère de Houston, le pouvoir séparateur est d'environ 13 microns. Nous verrons plus tard que le mode d'éclairage que j'utilise, permet d'améliorer cette limite. Donc les 6,5 microns, les pixels de 6,5 microns échantillonnent une résolution optique d'environ 13 microns, soit le double. C'est parfait parce qu'on est au critère de Nyquist, ce qui garantit une bonne reconstitution de l'image et une superposition très précise des images spectrales. Cette précision d'enregistrement est essentielle pour les traitements différentiels que nous verrons plus loin. Nous avons vu précédemment que la caméra utilise 13 filtres. Alors la première génération utilise une technologie de soft coating par absorption, et vous avez ici les bandes passantes des filtres. Et cette première génération avait un léger recouvrement entre filtres, mais il était plus important entre les filtres 760 et 800, qui s'est avéré être un souci dans certaines rares configurations. Et donc en 2021, je change de technologie pour des filtres hard coating par réflexion. Plus sélectifs, ils donnent de meilleurs résultats. Ce type de filtre a une sensibilité angulaire qui crée un défaut pour les bords de l'image. Mais j'ai résolu le problème mécaniquement pour l'axe de déplacement en reliant physiquement l'axe du filtre au centre optique pour conserver un angle nul. Voyons à présent le principe de l'illumination. Alors, l'application du brevet des projecteurs de lumière consiste à placer une source ponctuelle au foyer d'un miroir ellipsoïde, et un quart d'ellipsoïde suffit si on renvoie le flux lumineux perdu avec un miroir secondaire circulaire. L'ellipsoïde est obtenu en plaquant une feuille d'aluminium polymiroir sur une structure légère faite de profils en ailettes, et on ajoute une motorisation qui permet de déplacer le faisceau lumineux projeté selon un principe de triangulation. Alors les premières sources lumineuses utilisées sont des lampes avec un mélange de terres rares. Elles produisent un spectre lumineux stable, mais seulement après 2 heures de préchauffage, et la numérisation d'une œuvre dure environ 2 heures, 2 contraintes que nous chercherons à résoudre. Ici, le balayage de la lumière sur la Joconde en 2004, l'accumulation de lumière est équivalent à 1 journée et demie exposée dans le musée.
Entre 2010 et 2023, je reprends mes recherches sur les sources lumineuses avec un miroir de haute précision usiné dans un monobloc d'aluminium. Et en 2023, j'adopte une source HID au xénon avec un spectre riche sur tout le domaine utile et le système intègre 20 ampoules. Cette configuration permet de numériser une œuvre en 30 minutes avec un préchauffage de seulement 10 minutes. Mais au-delà de la source elle-même, la façon dont la lumière est projetée sur le plan du tableau joue un rôle important. Et j'ai choisi une configuration optique particulière parce que la lumière collimatée arrive sous l'angle de Brewster, ce qui fait que la réflexion ne renvoie que la polarisation perpendiculaire au plan d'incidence, tandis que la composante parallèle disparaît. Alors, j'ai initialement choisi cet angle pour la Joconde parce que je pensais l'exploiter dans les mesures. Mais pour cela, il faudra ajouter un polariseur qui ferait perdre trop de flux lumineux pendant un système difficilement exploitable. J'ai cependant gardé cette configuration pour la raison que je vais vous expliquer. Donc voici le plan au sol d'installation de la caméra et des deux projecteurs pour la numérisation de la Joconde et qui deviendra le standard de notre protocole. Donc chacun éclaire le bord le plus proche du tableau en respectant cet angle. Et d'ailleurs, il se calcule par l'arc tangente de l'indice de réfraction du vernis qui recouvre les tableaux. Et sur ce graphique de la réflectance selon l'angle d'incidence, on voit que la lumière polarisée RP est totalement transmise dans la couche picturale à 57,5 degrés, ce qui réduit fortement les réflexions spéculaires du vernis, mais aussi que la légère augmentation progressive de l'angle due à la configuration de l'installation n'a que finalement peu d'influence sur la réflectance de RP qui reste proche de 0. Et l'utilisation de cet angle offrira plusieurs avantages. En effet, la comparaison de mesures d'un éclairage diffus contre un éclairage collimaté montre sur ce diagramme de la chroma en fonction de la clarté que cette configuration d'éclairage permet une augmentation de la saturation des couleurs, la chroma augmente, mais aussi une réduction des reflets de surface, ce qui se traduit par une diminution de la clarté. Pour la résolution des images, ces graphiques de radiance obtenus par transformé de Fourier des réflectances d'un même détail montrent les intensités moyennes plus élevées en lumière collimatée, donc plus de haute fréquence qui indiquent des images plus nettes. Et pour tester la pénétration de la lumière dans la couche picturale, sur ce rectangle de test, on a tracé 3 lignes, on a écrit le nom du pigment, pour le recouvrir d'une couche opaque de ce pigment et faire la comparaison de la pénétration de la lumière diffuse et la lumière collimatée. Les rayons collimatés pénètrent davantage. Alors les avantages d'un éclairage collimaté oblique sont donc une réduction des reflets spéculaires, une augmentation de la saturation colorimétrique, l'amélioration du rapport signal-à-bruit, l'accès à des informations optiques plus fines, une augmentation de la résolution spatiale et inséré dans un protocole. Il permet la normalisation des mesures. Voyons à présent les traitements nécessaires pour obtenir les images radiométriques. Donc voici l'équation générale du pixel. Et pour que chaque pixel donne une mesure radiométrique, il faut ajuster sa valeur brute donnée par la caméra en tenant compte des spécificités des systèmes et de toute la chaîne optique. Alors on va commencer par le capteur. Il faut corriger sa sensibilité spectrale. Le DCNU, c'est-à-dire la valeur la plus basse que chaque pixel individuellement peut avoir. Le PRNU, la valeur la plus haute de chaque pixel individuellement. Le bruit de fond, le bruit de lecture. Pour la lumière, il faut corriger le spectre de la source lumineuse et sa distribution spatiale sur le tableau. Pour l'optique, il faut corriger son vignettage et sa transmittance. Pour les filtres, il faut corriger leur transmittance.
et on a besoin d'un blanc de référence, eh bien, il nous faut aussi corriger la réflectance de ce blanc de référence. Alors tout cela paraît très complexe, mais en fait se résout très simplement par un flat field. Alors pour faire un flat field, eh bien, il faut couvrir tout le champ de la caméra avec un blanc de référence. Et de numériser les 13 filtres, puis on ferme l'optique et on numérise les 13 noirs. Bon, la correction consiste pour chaque image brute à soustraire le noir et à multiplier par le blanc pour obtenir l'image corrigée. Et ce, pixel par pixel, bien évidemment. Et on a vu que pour l'optique, eh ben, à ce niveau extrême de résolution, eh ben, on a fait un focus par filtre. Donc les 13 images ont des dimensions variables. Alors des cibles ont été mises aux 4 angles de la peinture qui vont permettre de faire une régistration, y compris dans les infrarouges. Parce que là, souvent, dans les infrarouges, les images changent complètement de contenu. On voit ici d'ailleurs la différence de régistration entre deux filtres extrêmes. Et le processus de recalage utilise une fonction de transfert linéaire d'une précision telle qu'elle permette une superposition avec une marge d'erreur de plus ou moins un quart de pixel. Et bien maintenant que nous avons obtenu 13 images normées et superposées, eh bien nous pouvons reconstituer les spectres de réflexion diffus de chaque pixel individuellement. Alors on prend les 13 valeurs du pixel et on peut faire une interpolation. Personnellement, j'utilise l'interpolation P-Chip. Et d'ailleurs, nous verrons à la fin de cette présentation que ces spectres permettent de proposer des identifications de pigments. À partir du spectre, la reconstitution des couleurs peut alors être calculée pour n'importe quelle source de lumière et convertie dans l'espace de couleurs que l'on veut. Le calcul des images lames. Alors, les lames, c'est l'acronyme de Layer Amplification Method. C'est né du besoin scientifique, historique et parfois légal de révéler des informations dissimulées sous la couche apparente, des informations que les infrarouges traditionnels ne montrent pas toujours. Et les fabrications de caméras ont cherché à améliorer l'imagerie infrarouge, parce que le principe physique est simple. Plus la longueur d'onde augmente, plus la lumière diffuse en profondeur. D'où l'apparition successive de caméras infrarouges à 900 nanomètres, puis à 1000 nanomètres, 1700 nanomètres, 2000 nanomètres, 2500, voire jusqu'à 3500, voire alors carrément avec des caméras thermiques. Mais ce progrès a une limite, parce que la diffusion accrue rend les images floues et annule en partie le gain attendu en profondeur, comme on peut le voir ici en comparaison avec une image lame. Mais, et peut-être surtout, une caméra infrarouge produit une seule image, là où l'analyse des techniques picturales nécessite plusieurs niveaux d'information correspondant aux différentes strates de la couche picturale. Ici, une des images lames montre des petits points noirs et des traits noirs qui correspondent à un ancien projet, et le visage était plus tourné vers la droite. Il y avait probablement une broderie sur le front, délimitée par ces deux traits. Cette technique s'appelle le Spolvero. Alors, l'artiste fait un dessin sur papier, et pour le transférer sur le support à peindre, il perce les contours, il prend du noir de carbone, il tamponne le papier percé sur le support, et le dessin est transféré. L'artiste n'a plus qu'à relier les points. Le Spolvero, c'est la technique de transfert utilisée par Léonard, et sur la Joconde, ces petits points noirs sont restés invisibles pendant 5 siècles. Et pour la première fois, la méthode lame révèle ces traces. Évidemment, le musée du Louvre a été informé, et avec Lionel Simoneau, nous avons publié ces découvertes en 2020. La méthode lame repose sur un traitement d'image spécifique qui permet une amplification ciblée
des différences de réflectance entre les différents filtres. Alors c'est un outil d'analyse vraiment simple, générique, ne nécessitant aucune connaissance préalable ni sur les pigments, le vernis, le liant, la préparation ou l'épaisseur des couches. L'outil se base uniquement sur les variations de réflectance et permet ainsi de révéler des informations invisibles à l'œil nu sur tout type d'œuvre sans calibration spécifique. Alors prenons un autre exemple de ce détail dans le ciel de la Joconde, que l'on peut agrandir. Là où les autres techniques traditionnelles ne montrent rien, la technique lame ne laisse aucune ambiguïté sur ce dessin. Et les mesures aident les historiens du costume à proposer un ancien projet d'aiguille à cheveux sans lien avec le portrait actuel. Donc les principes de la technique lame reposent sur les interactions de la lumière avec la couche picturale. Alors généralement, plus la longueur d'onde est longue et grande, plus elle pénètre dans l'épaisseur de la couche picturale. Et sa diffusion se fait dans toutes les directions, donc en 3D, comme des demi-sphères en fait. Alors les calculs se font sur toutes les images multispectrales, soit 156 combinaisons des 13 images prises 2 par 2, et 286 combinaisons des images prises 3 par 3. Les calculs sont repris avec des variables pour arriver à un total de 1650 images en combinaison. Alors la méthode lame a permis de retrouver dans la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci une petite tête d'hermine réalisée dans une étape antérieure. Et vous voyez ici son contour en pointillé bleu. Alors nous avons voulu le vérifier, mais expérimentalement. Et avec l'artiste Monica Céleste, en se basant sur mes travaux, elle a reconstitué sa chronologie en vraie peinture, une version recouvrant l'autre, comme Léonard. Puis on a numérisé sa version finale avec la caméra. Et donc voici le résultat sur la tête de l'hermine. Alors le principe des images lames est d'amplifier les très faibles variations de réflectance détectables grâce à la très haute dynamique de la caméra et une source de lumière collimatée stable. Et pour quantifier cette démonstration, on a pris une mesure sur le même pixel des images des filtres 1000 et 900 nanomètres et le simple calcul de la différence donne cette image très sombre. Une image qui, même amplifiée, n'apporte rien. Sinon, plus de contraste en comparaison avec l'image infrarouge d'origine à 1000 nanomètres. Donc, comment voir cette petite hermine cachée sous la couche apparente puisque les infrarouges de la caméra ne montrent rien et que même cette image infrarouge à 2000 nanomètres ne laisse même pas soupçonner sa présence. Et nous arrivons ici au cœur de la méthode lame que l'on peut résumer par cette équation. Alors les signaux sont considérés comme des vecteurs. Ce sont des objets mathématiques sur lesquels on peut appliquer l'algèbre linéaire. Et D de T représente l'information cachée que l'on cherche à extraire. Il se calcule à partir de S1 et S2, donc deux signaux de réflectance acquis sur la même zone du tableau. Donc ici, la tête de la petite hermine. Et avant de faire la différence, S2 est mis à la même échelle que S1. Il est ajusté proportionnellement grâce à un scalaire de correction P. P corps. Et la question devient donc comment déterminer ce scalaire. Alors en théorie, on peut définir un coefficient optimal, P étoile, comme celui qui minimise l'erreur quadratique entre S1 et PS2. Il s'agit d'une régression linéaire sans terme constant
c'est-à-dire une projection de S1 sur S2 au sens des moindres carrés, qui constitue d'ailleurs l'estimateur naturel en présence de bruit gaussien. Mais, dans la méthode LAM, ce coefficient n'est pas une fin en soi. Il sert uniquement à annuler les composantes dominantes communes aux deux acquisitions. Parce que l'information réellement utile se trouve dans le résiduel D de T, c'est-à-dire dans ce qui échappe à la collinéarité entre les deux signaux. Et c'est un point essentiel, parce que même si le modèle permet de définir un P étoile continu, l'objectif des lames n'est pas de reconstruire fidèlement S1, mais d'optimiser la lisibilité des structures faibles. Et en pratique, je restreins P à un petit ensemble discret de valeurs autour de 1, et j'utilise un critère visuel de contraste pour sélectionner les résiduels les plus informatifs. Il serait d'ailleurs contre-productif de figer P sur une valeur unique parce que P agit aussi comme paramètre de profondeur optique. Des valeurs différentes permettent d'explorer des strates différentes. Enfin, je devrais plutôt dire des réponses différentes. Et la spécificité de la méthode LAM réside ensuite dans l'amplification de ce résiduel. À ce stade, la régression, même appliquée sur un ensemble discret de P, change complètement de rôle. Elle ne sert plus à modéliser un signal, mais à exploiter la projection orthogonale comme levier de contraste, afin de révéler ce qui autrement resterait invisible. Donc voici une illustration un peu artificielle, mais elle va permettre de comprendre les résultats obtenus sur l'hermine. Prenons dans l'image une ligne de 200 pixels, mesurée à 1000 nanomètres, et à 900 nanomètres sur une échelle de 65 535 niveaux de gris. Pour la démonstration, j'ai mis une légère inflexion ici à 900 nanomètres au pixel 50. Et si on calcule la différence 900 moins 1000, on a vu précédemment que l'image résultante est très sombre et qu'elle reprend les informations dominantes des deux filtres et que l'amplification n'apporte rien, sinon une image dégradée. Donc on ne voit toujours pas l'information cachée sous la couche picturale, dont nous avons pourtant la certitude qu'elles sont présentes, puisqu'on a bien vu que Monica Céleste avait peint cette petite hermine. Alors maintenant, appliquons ce facteur P de correction à l'image 900 nanomètres pour que ces valeurs de réflectance les plus faibles, donc au pixel 50, soient égales à celles de l'image 1000. Alors, la différence entre les deux réflectances est nulle, ou proche de 0 au pixel 50, et c'est donc ici le point critique, le point le plus important où la dynamique de la caméra et la stabilité de l'éclairage sont des caractéristiques essentielles pour que les lames fonctionnent. Lorsqu'on amplifie cette différence, on obtient enfin une image des micro-variations dues aux couches internes, ici la tête de la petite hermine. Si dans la même image, il y a des atténuations encore plus faibles, j'en ai mis ici au pixel 125, on donne à P une autre valeur. La différence sera plus réduite pour atteindre 0. Et ailleurs dans l'image, certaines valeurs deviendront négatives, qui, une fois amplifiées en valeur absolue, s'entend, produisent parfois des images surprenantes avec des nouveaux contrastes localisés. Voilà, donc on voit, vous voyez que à gauche, l'image lame obtenue sur la lame à l'hermine, et à droite, celle de la peinture expérimentale. Alors ici, le problème est quand même plus complexe que pour retrouver le Spolvero, parce que la méthode doit faire émerger non pas un simple contour ou des points noirs sur fond blanc, mais toute une palette de nuances grises formant un modelé cohérent avec des transitions tonales subtiles. Or, dans les deux œuvres, la méthode LAM fait réapparaître la même petite hermine, avec une structure tonale, une orientation et un volume très proches. Ce résultat ne peut pas être un artefact. Il correspond à une stratigraphie réelle
et à une organisation de couches picturales. Et le fait que la peinture expérimentale reproduise précisément le phénomène observé chez Léonard démontre à la fois la robustesse de la méthode Lam et que la trace détectée dans l'original s'inscrit dans une étape authentique du processus créatif de Léonard. Nous sommes ici en présence d'un cas rare où une reconstitution confirme expérimentalement une lecture technique d'une œuvre ancienne. Pour les triplets de réflectance, la méthode Lam s'inspire directement du principe de la dérivée centrée. Et sur ce graphique, les trois réflectances sont supposées ordonnées, bien sûr, et on remplace la tangente par la corde en reliant les deux réflectances voisines. Cette corde représente ce que devrait être le signal si l'évolution spectrale était strictement monotone et sans changement de concavité. L'intérêt des lames apparaît alors très clairement. L'image résiduelle met en évidence l'écart entre le signal mesuré et le signal prédit par l'interpolation linéaire, et cet écart est extrêmement sensible aux inflexions du spectre, et donc à des structures picturales enfouies dans la stratigraphie. Le résiduel peut être modulé avec P, et doit être amplifié, bien sûr, pour obtenir l'image finale. Alors, quelles sont les limites de ce procédé ? Certains pigments ne réagissent pas de manière proportionnelle entre filtres. Et les lames amplifient alors des contrastes qui ne traduisent pas nécessairement une structure sous-jacente. Les micro-reliefs, les empattements, etc. Les lames peuvent alors amplifier des effets liés uniquement à la topographie. Dans les longueurs d'onde extrêmes, le bruit photonique et la chute du rendement quantique deviennent plus importantes. Alors les lames construites à partir de ces bandes sont peut-être moins stables. Lors de la régistration des images, un petit décalage de pixels suffit à créer des oscillations artificielles dans les calculs et la méthode de régistration doit être précise. Par exemple, cette image-là à droite donne l'impression d'un relief, mais il n'est pas réel. Enfin, la méthode Lam n'est pas une méthode d'attribution à un artiste. Elle révèle des contrastes internes du signal optique et sa lecture demande systématiquement de la confronter aux données chimiques, physiques et historiques. Et la technique Lam, c'est non seulement une technique de traitement d'images radiométriques, mais c'est aussi et peut-être surtout une méthode d'analyse, parce que ces images présentent plusieurs difficultés. Et la première, c'est le nombre d'images. La deuxième, qu'une même zone peut présenter plusieurs niveaux d'information. Effectivement, toutes ces combinaisons produisent des milliers d'images et ça change complètement le paradigme d'observation par rapport aux anciennes techniques où vous n'aviez qu'une seule image. Et je vais prendre ici comme exemple ces hachures de reprise de l'index de la main gauche de la Joconde, totalement invisible en imagerie infrarouge. Alors la méthode Lam, avec la méthode Lam, les images sont vues en séquence. Il y en a beaucoup, alors on les regarde en séquence très vite. Et les comparaisons instantanées permettent à l'œil de percevoir des micro-variations. Voilà une séquence de travail lorsqu'un détail attire mon attention. Donc je navigue dans la série, j'avance, je recule, je m'arrête. Et finalement, l'image la plus significative, je peux la raffiner, c'est-à-dire affiner la valeur de P et obtenir une image finalement plus nette de ces hachures de reprise de l'index. Il ne me reste plus qu'à les documenter. Et cette découverte est une avancée importante pour comprendre la technique picturale de Léonard de Vinci. Alors il faut ajouter que cette méthode est exigeante. Elle demande beaucoup de concentration, de patience et une solide expérience visuelle. Et c'est précisément ce qu'on va voir par la suite, comment analyser ces séquences. Parce que l'enjeu, c'est d'apprendre à reconnaître uniquement des structures cohérentes. Et la deuxième difficulté, c'est que la méthode Lam permet, en jouant sur les pairs ou les triplets, et sur le scalaire P, d'explorer différentes profondeurs dans la couche picturale.
Donc voici un exemple avec ces deux lames avec triplet qui sont prises exactement au même endroit, mais elles ne montrent pas le même niveau. À gauche, vous avez la combinaison qui sélectionne une information très superficielle. On voit nettement en blanc le tracé de l'ancienne aiguille à cheveux. Et à droite, une autre combinaison qui fait ressortir un motif qu'on imagine plus profond. D'ailleurs, le dessin de l'aiguille a disparu. C'est cette capacité de stratigraphie optique qui fait aussi la spécificité de la méthode. Donc, les exemples que nous avons vus précédemment, le Spolvero, les hachures de l'index, la tête de la petite hermine, etc., la question est alors la suivante. Comment, tout en restant dans le champ de la science, s'entend, peut-on affirmer que c'est bien ce que nous voyons? Autrement dit, comment analyser les images lames? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais faire appel à 4 champs d'études. Le premier est la sémiotique. C'est l'étude des signes visuels, c'est-à-dire la manière dont certaines formes fonctionnent comme des indices ou des traces. Le second est la sémantique. Elle concerne le sens de ces signes, c'est-à-dire ce qu'ils signifient dans le contexte de l'image. Le troisième est la philologie historiographique. Elle consiste à confronter ces observations aux connaissances historiques, iconographiques et techniques sur les œuvres et leur époque. Et enfin, le quatrième domaine est la pareidolie. La pareidolie est un phénomène cognitif et c'est en quelque sorte aussi ma bête noire. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça, parce que la pareidolie, c'est ce mécanisme cognitif fondamental par lequel notre cerveau établit spontanément des associations de formes. Alors c'est une capacité indispensable, c'est elle qui nous permet de lire, de reconnaître des lettres, des mots, etc. Ou voire même d'identifier des figures dans les nuages. Et dans l'analyse d'image, ce mécanisme est utile, mais aussi trompeur. Et on peut distinguer principalement 2 types de pareidolie. La première concerne les formes figuratives, les visages, les silhouettes humaines ou encore les formes animales. Et la seconde concerne les signes graphiques, alphanumériques, les symboles que notre cerveau croit reconnaître. Alors je vais vous montrer 2 exemples. Dans cette peinture de la fuite en Égypte avec Jésus, Marie, Joseph, les images lames font apparaître ce détail. Et bien très souvent, l'observateur a l'impression de voir une tête de lion derrière la figure de Joseph. Mais si on applique une analyse critique, cette spéculation ne tient pas. Alors d'une part, la philologie historiographique nous indique que la présence d'un lion n'a pas de signification dans cette hagiographie. Cet élément iconographique n'appartient pas au récit représenté. Et d'autre part, l'analyse scientifique de l'image montre que cette forme finalement résulte simplement de la superposition de détails picturaux situés à différentes profondeurs qui produisent accidentellement une configuration ressemblant à une tête d'animal. Il s'agit donc ici d'un exemple typique de pareidolie figurative. Concernant les signes alphanumériques, alors il y a une pareidolie célèbre sur la Joconde, puisqu'elle a fait la une des journaux. On aurait vu les lettres L et V pour Léonard de Vinci dans l'œil gauche de la Joconde, que voici ici très agrandi. Alors je vous laisse deviner où elles sont. C'est pas évident, il avait l'imagination, celui qui a trouvé ça. Et voilà, je vous les mets, elles sont là. Peut-être que je vais les effacer, peut-être que là vous les voyez mieux. Je vous les remets. Alors, bien évidemment, si je remplace cette image basse résolution par mon image haute résolution, la pareidolie a disparu. Alors je continue avec la sémiotique, qui est l'étude des signes et de leur identification. Donc dans l'analyse des images lames, cela revient à constituer une sorte de dictionnaire graphique. Autrement dit, lorsque nous observons ces images, nous cherchons à reconnaître, à identifier des éléments déjà connus
dans l'histoire des techniques picturales. Bien évidemment, je vais commencer par les dessins préparatoires, réalisés soit au crayon, au pinceau, au fusain ou avec des incisions. Et vous avez ici un bel exemple d'image lame dans lequel on voit le dessin préparatoire. Ensuite, vous avez les méthodes de transfert, comme on l'a vu le Spolvero, mais il existe aussi le papier huilé, la copie carbone, etc. Vous avez les méthodes de copie, donc quand un artiste veut copier une autre peinture. Par exemple, vous avez le carroyage ou certains dispositifs optiques. J'ai ici un bel exemple de carroyage qui montre bien les carreaux. L'artiste a copié carreau par carreau. Les lignes de construction, là je vous laisse imaginer des lignes d'horizon ou des tracés de perspective ou des axes de mise en forme. C'est plus rare. J'en ai trouvé un exemple dans La Dame à l'Hermine, dans le rectangle rouge là, où j'ai trouvé qui montre ces traits que j'ai mis en évidence en vert, mais j'avoue qu'il m'est très difficile de comprendre à quoi ils servent. Mais bon, je les ai trouvés, donc je les ai documentés. Et des hachures et traces d'intervention, comme on a vu, qui peuvent correspondre au modelé des ombres, à des corrections, à des effacements par grattage, etc., comme on a vu pour la correction de l'index. Et des traces de contact et d'estompage, dont l'usage des doigts ou d'outils pour tamponner, par exemple. Donc les empreintes digitales, des marques de tissu. Alors je vous en ai trouvé des marques de tissu dans cette peinture, où on voit ces lignes verticales parallèles. Voilà, ça c'est une trace de tissu, d'essuyage avec un tissu. Et enfin, des signes alphanumériques. Alors, passons à la sémantique, parce qu'elle consiste maintenant à interpréter leur signification dans le travail de l'artiste. La sémiotique identifie les signes, la sémantique leur donne du sens. Et il ne s'agit plus seulement de reconnaître un signe, mais de comprendre à quel moment du processus pictural il intervient, quelle fonction technique il remplit, ce qu'il révèle de la méthode de travail de l'artiste. Et dans les images limbes, ces signes peuvent ainsi révéler la mise en place du dessin initial, les méthodes de transfert ou de copie, les corrections et repentirs, et les gestes techniques. Les signes identifiés deviennent alors des indices du processus de création de la genèse de l'œuvre, et lorsque plusieurs signes cohérents apparaissent, alors l'analyse peut aller plus loin, et on passe à la philologie critique, qui consiste normalement, traditionnellement, à reconstituer un texte ancien à partir de fragments. Mais dans l'analyse des images limbes, cette démarche peut être transposée aux traces visuelles révélées dans les couches picturales, et lorsque plusieurs indices apparaissent, on peut reconstituer partiellement une information disparue, comprendre l'évolution du travail de l'artiste, replacer ces éléments dans leur contexte historique et technique. La démarche devient alors une philologie historiographique. Il s'agit de confronter les indices matériels révélés par l'imagerie avec les connaissances historiques, techniques et documentaires. Voilà, alors on va prendre un exemple avec, on va reprendre cette aiguille à cheveux. Donc je fais une première découverte. Je vois des traits. Ok, bon, là, je fais une observation instrumentale, analyse radiométrique pure. Deuxième étape, je pense que c'est un dessin. Probablement au crayon, les formes arrondies sont trop précises, symétriques. J'élabore et je m'arrête sur une hypothèse. Peut-être un dessin, un élément de coiffure. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve à côté de la tête. Donc là, je réponds à la question, quel est ce type de signe ? Je suis dans la sémiotique. Je prends les mesures du dessin, je vérifie la cohérence avec la peinture, la cohérence avec les autres traits que je découvre tout autour de la tête. Et là, je réponds à la question, que signifie ce signe dans l'œuvre ? Je suis dans la sémantique. Je compare avec des dessins et des peintures de la même époque, j'identifie une aiguille à cheveux, j'ai l'étude des costumes
m'amènent à penser à une coiffe mystique ou religieuse, mais là, je réponds à la question, quelle est la signification historique de cette découverte? Je suis dans la philologie historiographique. Donc cette coiffe n'a aucun lien avec le portrait final. C'est la conclusion historiographique qu'il faudrait soumettre aux historiens de l'art et aux experts, et puis qui se prononceront ou pas sur cette hypothèse et sa signification. Alors, les principaux résultats obtenus sur la technique LAM sont les suivantes. Alors, je vais commencer par la technique exécutive de Léonard de Vinci. Alors, donc, bon, on a vu le Spolvero, qui est vu pour la première fois, ici sur le front de la Joconde, et il permet de constater qu'il ne correspond pas à la version finale. On a vu les repentirs et corrections successives qui montrent une œuvre en élaboration constante, très éloignée d'une exécution directe. Ici, la reprise supérieure du bord de la tête. Des zones de grattage qui révèlent des ajustements localisés réalisés sur des couches sèches, une pratique connue des peintres. Ici, pour effacer le projet de coiffe avec les aiguilles, ça démontre une évolution profonde sur une longue période. Les hachures sous-jacentes faites pour des reprises qui indiquent un modelé destiné à adoucir des transitions ensuite recouvertes, comme nous l'avons vu pour la correction de l'index, une technique que j'ai vue aussi sur la dame à l'hermine, et qu'on retrouve ici proche de l'aiguille à cheveux. Plusieurs empreintes digitales qui témoignent d'une intervention manuelle directe dans la matière picturale, une technique déjà vue chez Léonard et que nous voyons ici sur le cou de la Joconde dans les strates superficielles de la reprise du visage, et les glaciers du sfumato qui montrent un procédé d'application très progressif. Pour terminer par la palette, qui révèle une grande diversité de pigments, parfois en mélange complexe. Concernant la composition elle-même, on peut dire qu'une coiffe initialement prévue dans le ciel est abandonnée au profit d'une autre composition, c'est donc la zone qui a été grattée. Un visage sous-jacent initialement orienté vers la droite indique une seconde intention picturale, confirmée par le Spolvero, mais aussi par d'autres nombreux éléments, comme ici la reprise de la joue. Oui, quand il tourne le visage, il est obligé de l'agrandir. La robe sous-jacente, typiquement florentine, à la mode entre 1503 et 1507, et qui donne le statut social d'une bourgeoise dans la ville de Florence, a été recouverte. On voit ici la finestrelle d'une manche. Et enfin, le voile sera ajouté par-dessus lors d'une refonte majeure, marquant un tournant important dans la conception finale. Avec toutes ces connaissances, et comme un anthropologue peut faire une reconstitution à partir d'un crâne, nous pouvons proposer cette reconstitution publiée en 2015 que l'on compare avec la carte du cuivre publiée en 2019 par le Musée du Louvre dans le catalogue de l'exposition Léonard de Vinci, confirmant ainsi plusieurs découvertes faites avec les images là. Je vous remercie, je remercie l'Institut d'optique et en particulier le professeur Mathieu Hébert pour son invitation.